Écoutez, on est super content de vous retrouver aujourd'hui. On a un sujet qui est important pour nous et que c'est un webinaire en collaboration aujourd'hui qu'on est en train de faire avec HubSpot. Et on va parler d'un secteur d'activité cette fois-ci. On va parler des sociétés de conseil et des ESN qui sont une typologie de clients qu'on a beaucoup, typiquement chez Marketive, avec des sujets marketing, des sujets CRM et puis surtout en ce moment aussi des sujets croissance. Et puis on s'est dit avec Louis que ça serait super d'en parler sur un webinaire. Tu veux dire un petit mot sur ton rôle aujourd'hui chez HubSpot, Louis? Oui, bien sûr. Merci, Christian. Alors, aujourd'hui, j'ai différentes casquettes chez HubSpot, mais en réalité, la casquette principale que je porte, c'est celle d'être ce qu'on appelle un partner manager. Donc, j'accompagne les partenaires français sur le développement commercial autour de HubSpot, les enjeux business autour de HubSpot, et donc aussi, de facto, accompagner Marcantive sur le déploiement du CRM et l'accompagnement qu'on peut structurer autour de l'usage d'HubSpot. Et donc, moi, Christian Neff, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis fondateur de Marketive, je suis aussi consultant senior et j'accompagne pas mal d'entreprises de ce secteur-là et puis de bien d'autres, effectivement, dans l'adoption de ces nouveaux outils. Marketive, pour ceux qui ne nous connaissent pas et ceux qui nous découvrent, je sais qu'on a pas mal de clients sur le call et aussi des partenaires à nous. Ça fait une petite dizaine d'années qu'on existe. On a accompagné un peu plus de 400 entreprises. On a une quarantaine de personnes, principalement basées en Ile-de-France, même si on a des consultants maintenant dans toute la France. Et puis, on est un partenaire HubSpot. Alors, on va en parler un petit peu aujourd'hui, parce que l'idée, c'est de se dire comment est-ce que le CRM, on le met au service des ESN, de la croissance. HubSpot est une suite logicielle. Si tu peux nous la résumer, alors sans rentrer dans le détail, parce qu'on va montrer un petit peu la plateforme, mais HubSpot en deux mots, Louis. Comme vient de le dire Christian, HubSpot, c'est une suite logicielle. Le but, in fine, c'est vraiment d'utiliser, d'organiser sa data et d'activer en fait la data dans un CRM. Donc, toute l'activation que vous pouvez faire autour de notre logiciel est sur une base CRM. Cette base CRM, on va la voir justement dans le détail aujourd'hui, appliquée aux ESN. Et de cette utilisation de la donnée-là, vous pouvez activer soit des actions marketing, soit des actions de service client, soit des actions commerciales de segmentation. Et il va y avoir tout un tas d'outils différents dans ce logiciel qu'on va voir justement petit à petit. Et petit aparté, je reviens sur ce que disait Christian. Marcantive, effectivement, est un partenaire HubSpot de longue date et même aujourd'hui est un des meilleurs partenaires monde HubSpot. Et donc, c'est aussi une petite fierté franco-française pour nous tous. Content de vous accompagner sur ce territoire-là. Et pour finir sur la partie Marketive, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on fait beaucoup de choses chez Marketive. On a créé un petit framework de travail qu'on appelle Rebelle. On essaie effectivement de se relever les manches pour attaquer les sujets de croissance et notamment de digitalisation du marketing et des ventes. On fait du consulting, ce qu'on appelle Resolve chez nous, du build, c'est des métiers d'intégrateurs, donc mettre en place du CRM, du marketing, du service client, et pour les ESN notamment aussi de l'intégration avec des outils tiers, et ça on en parlera un petit peu, et puis d'accompagner finalement des marketeurs, des dirigeants, des sales sur l'utilisation d'outils, de process, et pour être à l'aise avec les outils qu'on leur met en place et les nouvelles méthodes qu'on leur apprend. Et les clients qu'on a aujourd'hui sont hyper diversifiés, industrie, éducation, start-up, événementiel. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est effectivement aussi les entreprises du monde du conseil qui ont des cycles de vente un peu particuliers, qui ont aussi des typologies d'outils déjà existants sur de la facturation, sur du staffing, et des besoins très spécifiques qu'on adresse particulièrement bien avec HubSpot. C'est aussi pour ça qu'on a appelé aujourd'hui Louis pour venir compléter notre prise de parole. Et puis l'objectif, c'est de vous donner quelques clés dans une période qui n'est pas évidente. Et puis on va en parler, je rentre directement dans le vif du sujet. C'est de revenir sur effectivement les challenges de cette industrie-là et qu'il y a une industrie qu'on connaît bien et qu'on côtoie aujourd'hui. Et de parler du CRM. Alors, on aurait pu parler de marketing, on aurait pu parler de vente, on aurait pu parler de service client, d'expérience client. L'objectif pour nous, c'était aussi de remettre finalement en quoi cet outil qui est le CRM, qui est un outil qu'on connaît. Beaucoup de SN et de sociétés de conseil aujourd'hui ont des CRM plus ou moins utilisés, plus ou moins adoptés. Des CRM aussi qui sont parfois des ERP. L'idée, c'est de faire un peu le point sur qu'est-ce que ça veut dire finalement ça. Et quand on va parler CRM, on va aussi parler assez vite de data. Et ça, c'est un point qui est clé pour nous parce qu'aussi reprendre le pouvoir sur la donnée, ça va être clé quand on veut piloter sa croissance et être dans une logique de contrôle. Donc, centraliser de la donnée, activer de la donnée,
Encore une fois, toujours dans la thématique data, prendre aussi le pas sur du reporting. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous sont des super users de Excel. L'idée, c'est de voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire différemment. On ne tourne pas complètement le dos à Excel, mais comment est-ce que potentiellement on peut être sur quelque chose qui est un peu plus intégré et un peu plus transverse et un peu plus facilement à jour et un peu moins chronophage aussi à faire vivre, à maintenir et à utiliser au quotidien. Donc ça, c'est tous les enjeux du CRM. Et puis, en aparté aussi, potentiellement un des usages qui est important pour vous, qui est le sujet du recrutement, de la marque employeur, du traitement des viviers, du traitement des collaborateurs en termes de communication interne ou en termes d'acquisition. Parce que finalement, dans le conseil, notre produit, c'est les gens. Donc, on a aussi, de la même manière qu'on a besoin de sécuriser et d'acquérir des clients, on a aussi besoin d'être attractif et d'animer efficacement nos collaborateurs qui sont, pour certains d'entre eux aussi, de plus en plus en remote. Et comment est-ce que finalement, de la donnée centralisée, segmentée, efficace et va pouvoir être au service de ce type d'objectif-là. Et puis on finira sur ces belles paroles avec 2-3 axes finalement de projet. Ça ressemble à quoi de mener un projet CRM de votre côté avec HubSpot et pour adopter ce type d'outil-là et qu'est-ce que ça peut vous apporter si demain c'est une direction que vous souhaitez prioriser dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je rentre dans le sujet, les challenges du secteur de conseil. Alors toi, Louis, tu as été un opérateur business d'une ESN. C'est ça. J'étais business manager, qui était d'ailleurs le tout premier job de ma carrière dans une ESN. Et pour la petite histoire et l'anecdote, on utilisait, nous, on était des pros d'Excel, on n'avait même pas de CRM. À l'époque, et c'était un gros problème en tout cas pour les différents business managers et surtout la direction, parce que quand quelqu'un partait, il partait en réalité sans forcément donner accès aux fichiers ou avec les fichiers, donc en fait il partait avec tout ce qu'il avait construit. On avait donc justement pas de CRM, pas d'endroit pour centraliser toutes ces données, historiser toute la donnée, et c'est surtout en fait même mapper les comptes, segmenter les comptes, savoir qui est en contact avec qui, parce que au-delà même de partir avec sa propre donnée, c'est que parfois, en tant que business manager, on pouvait travailler sur des mêmes comptes sans savoir qu'on travaillait les mêmes comptes, peut-être être en relation avec les mêmes contacts. Et c'est ce en quoi justement le CRM, pour le coup, va être très important d'avoir cette vision et cette vue unifiée. Et ce que tu dis est intéressant, alors c'était il n'y a pas loin de 10 ans, je pense. Il y a une petite dizaine d'années, voilà. Exactement. Alors pour certaines entreprises, ça a changé, ils se sont équipés, se sont processés. Pour d'autres, aujourd'hui, la situation que tu décris, je pense qu'elle correspond encore à la réalité de beaucoup de SN, même qui sont à très grande échelle, plusieurs milliers de collaborateurs. On se retrouve parfois avec des comptes tentaculaires, je pense notamment à des grands acteurs de la banque, de l'assurance, qui ont plein de filiales, plein de pays, plein de services qui peuvent avoir besoin d'AMOA, de SIRH, de cybersécurité, de consulting en management, de gestion de projet, d'intérim sur tel et tel sujet IT. Donc on a plein de besoins en fait qui peuvent venir finalement du terrain, donc des consultants qui identifient ce type de besoins-là, des business managers qui doivent animer des comptes, etc., etc. Donc à un moment, la collaboration, quand chacun est sur sa boîte mail et sur son Excel en local, sur son ordi, c'est pas évident. Même si on a une culture commerciale, le fait de ne pas savoir qui est vraiment client, qui est vraiment prospect, avec qui on a des touches, qu'est-ce qu'ils utilisent, quels sont leurs challenges, et finalement de venir collaborer sur ce référentiel-là d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial et d'un point de vue pilotage, c'est quand même un challenge. Donc le sujet du CRM et du CRM notamment à jour, parce qu'avoir un vieux CRM finalement qui a des contacts obsolètes finalement qui ne sont plus dans la boîte depuis 3 ans ou qui ont changé de fonction, c'est pas beaucoup plus utile. Donc un CRM obsolète finalement c'est aussi quelque chose quelque part qui est presque contre-productif parce qu'on se dit vu qu'il n'est pas à jour, on l'utilise plus, et puis vu qu'on l'utilise plus, il est de moins en moins à jour. Donc c'est un peu ce cercle vicieux-là qu'on rencontre. Et puis tout ça, c'est compliqué parce qu'on vend aussi des offres qui sont complexes. Quand on fait du conseil, c'est des cycles de vente qui sont longs, c'est des cycles de vente consultatifs. Donc on a aussi besoin de se rappeler finalement qu'est-ce qu'on a comme casserole sur le feu, qui on doit relancer, de quoi on doit leur parler. Et si on quitte l'entreprise, qui prend le relais, ce que tu disais tout à l'heure. Et tout ça dans un écosystème en ce moment économique qui est contrasté. De temps en temps, voilà, il y a effectivement des grands investissements, mais en même temps, il y a aussi une prise de conscience sur certains coûts qui sont aussi contrôlés et mitigés. Donc, on est aujourd'hui dans
un espèce d'entre-deux où soit effectivement on y va, on investit, soit effectivement on freine. Et puis, en filigrane de ça, un vrai besoin de croissance. Parce que autant les entreprises aujourd'hui, certaines qui arrivent à défendre la croissance ou à effectivement faire la même année que l'année dernière, c'est suffisant. Dans le monde du conseil et dans le monde de l'ESM, on a souvent des modèles qui sont aussi construits sur le principe de croissance en termes d'évolution des collaborateurs, en termes de plan de recrutement, en termes potentiellement d'objectifs de financement ou d'association du top management. Donc, défendre la croissance aujourd'hui sans outils, avec tous ces challenges-là, c'est quelque chose qui est de plus en plus périlleux. Vu que les opportunités sont plus rares, sont plus délicates, on va être aussi beaucoup plus challengé par les clients et ça demande d'être meilleur sur ce qu'on vend, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, sur les mails qu'on envoie, sur les échanges qu'on a, sur les relances qu'on fait. Et donc, c'est là où on essaye finalement de se dire comment la technologie, et c'est l'approche qu'on a aujourd'hui avec HubSpot, est capable de venir nous aider sur ces sujets. Donc, en résumé, finalement, les grands besoins que nous, on identifie et sur lesquels on accompagne aujourd'hui les ESN et les sociétés de conseil, c'est de les aider à finalement centraliser cette donnée-là, avoir une donnée effectivement qui est fiable et au même endroit, faciliter effectivement les routines commerciales. On parlait de relance, on parlait de tâches, de visibilité, de priorisation. À un moment aussi, effectivement, le marketing et les ventes, c'est souvent assez siloté. On a un service communication d'un côté, puis on a les équipes business qui sont dans leur boîte mail, dans leurs Excel, et on se parle un petit peu de temps en temps avec des transferts de fichiers, mais c'est pas toujours hyper fluide, pas toujours efficace. Et je pense que les deux équipes en souffrent quelque part. Donc, est-ce que le CRM peut être un outil pour retrouver effectivement une forme de collaboration? Moi, je pense que ça peut l'être, et on va essayer de vous montrer à quel point ça peut l'être. Et finalement, là derrière, on a aussi une notion vu qu'on a de la connaissance, de comment est-ce qu'on peut faire de la satisfaction, de la rétention client. Et encore une fois, sur l'autre pan de l'activité des ESN, comment est-ce qu'on anime peut-être la base des collaborateurs ou des candidats avec le même type d'outil, finalement un outil base de données qui a de la capability d'envoyer du mail, de gérer de la tâche, de gérer de la prio, de gérer de la relance. Sont des choses qu'on voit de plus en plus et sur lesquelles le CRM et peut-être un outil comme HubSpot est capable de vous aider. Le premier sujet sur lequel on voulait marquer un petit temps d'arrêt, c'était sur le sujet effectivement de la donnée et qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'effectivement, centraliser la donnée, on en entend beaucoup parler. Alors c'est vraiment, voilà, on a besoin effectivement de données qui est standardisée. Alors ça, c'est un terme qui est intéressant parce que quand j'ai une base de données avec des noms, des prénoms, des emails, des noms de société, si j'ai des téléphones, c'est parfait. Mais je manque quand même d'informations qui va me permettre d'avoir des initiatives à un moment qui vont entraîner peut-être de la priorisation ou de la personnalisation parce que je vais avoir besoin d'informations qu'on va appeler finalement segmentables, à savoir ces entreprises-là, c'est quel secteur d'activité, c'est quelle taille d'entreprise, éventuellement c'est quel pays, et ces types d'interlocuteurs, c'est quel type de fonction ou quel niveau de seniorité au sein de l'organisation. Introduire ce type d'informations-là dans l'outil est quelque chose qui va nous aider beaucoup par la suite. Et tant qu'on n'a pas ça, finalement, on a un peu un Excel qui est un Excel de luxe quand on a un CRM qui n'est pas à jour sur ce type de paramètres-là. Donc, c'est intéressant de penser sa donnée aussi de manière structurée et segmentable, de se donner les moyens, effectivement, que cette donnée soit juste. Alors, avoir de la donnée juste, c'est un projet d'entreprise. Ça peut être le marketing à un moment qui va effectivement récolter sur des formulaires de contact, des landing pages de l'information. C'est aussi le commercial ou le consultant sur le terrain qui à un moment peut dire tiens, cette personne avec qui j'interagis, c'est un DSI et voilà son besoin et voilà son numéro de téléphone et voilà son service. Parce que l'information, c'est un patrimoine de l'entreprise. Et donc finalement, le marketing est impliqué, le client potentiellement aussi, le consultant sur le terrain, le business manager qui va à un moment interagir avec un prospect. On doit tous être en mesure de récolter cette donnée-là, effectivement, et de la centraliser. Et ça, c'est un enjeu qui est hyper important, de manière à pouvoir effectivement aligner des initiatives. Et puis, finalement, savoir est-ce que je travaille avec des clients, des prospects, et que je puisse en fait lancer des initiatives claires, d'autant plus quand je suis dans une grande entreprise qui fait
de la cyber, du cloud, de la MOA, etc., etc. Comment est-ce qu'à un moment, je pilote mon activité pour être sûr que j'appelle les bonnes personnes. Euh, alors Louis, à quoi ça ressemble tout ça dans un outil comme HubSpot, par exemple, pour que ce soit peut-être un peu plus concret pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui? Ouais, bien sûr, je vais partager donc directement mon écran et basculer sur HubSpot. Je vais démarrer même. Alors attendez, je suis en train de partager l'écran. Je vais démarrer même par ce que. Donc là, on est dans HubSpot. On est directement dans HubSpot sur une fiche contact et démarrer sur cet aspect segmentation dont parlait Christian à l'instant. Puisque en fait la segmentation va pas uniquement se faire au niveau du compte ou de l'entreprise, mais bien évidemment au niveau du contact, c'est-à-dire que si dans votre système vous souhaiteriez ressortir tous les DSI par exemple que vous avez dans votre base de données, il va vous le sortir inter-société, c'est-à-dire inter-entreprise que vous avez dans votre base. Donc ici, je suis sur une fiche contact. La fiche contact d'HubSpot se présente comme telle. On va avoir le contact, donc là, bien évidemment, tout est fictif. Hein, c'est Jean Dujardin qui travaille à la BNP. Et on va avoir tout ce qui va définir sur la gauche le contact en tant que tel. C'est ce que nous on appelle des propriétés de contact. On peut voir que je suis le propriétaire du contact, que c'est un client. Je peux sélectionner le secteur d'activité, ce qui va permettre cette pré-segmentation dont parlait Christian. Donc là, on est bien dans le secteur banque, c'est un RSSI. Tout ce que vous voyez sur ces fameuses propriétés, c'est 100% personnalisable. Ça ne se limite pas uniquement à telles qu'elles sont inscrites ici. Ça va être vraiment 100% personnalisable. Et là, on a des grands enjeux sur ce type de choses-là, finalement, de se dire comment ce modèle de données, quand on a peut-être 5-6 business units au sein de l'entreprise, on peut aussi avoir une gouvernance particulière avec des équipes qui vont voir tous les comptes de la banque, des équipes qui vont voir toutes les comptes du transport, et ça va donner finalement des points de données, tous ces contacts-là, avec toutes leurs caractéristiques, qui vont nous permettre ensuite de consolider des rapports. On en parlera un peu tout à l'heure. Hein. Exactement. Mais ça commence un peu ici, parce que si demain tu veux lancer une initiative sur les RSSI de la banque, et que cette donnée-là, elle n'est pas normalisée, ou une fois c'est écrit RSSI, une fois c'est écrit R.S.S.I, ou responsable sécurité informatique, etc., on se retrouve avec des problèmes de priorisation, de scoring, de segmentation, d'invitation à un événement, et demain des actions finalement assez simples de se dire, tiens, on a une nouvelle offre cybersécurité, si on veut la lancer et se dire, tiens, on relance directement avec des campagnes d'appel et de business managers ou un email et un événement ou un webinar, faire ça, c'est le festival Excel où le marketing nous fait un fichier, on achète un fichier, on va essayer de trouver les gens, on se rappelle peut-être à gauche à droite de contact, mais c'est pas aussi fluide que ça pourrait l'être avec un outil typiquement comme celui-là et là on parle de rien de révolutionnaire, c'est un référentiel finalement, un moment qui est à jour et en ligne avec les objectifs et les domaines de l'entreprise. Mais ce que dit Christian est très important, c'est-à-dire l'uniformisation de la data va être très importante dans le sens où justement le fait de par exemple présélectionner ici un secteur d'activité va éviter qu'on tape banque avec un S ou institution financière comme on pourrait l'avoir sur un fichier Excel. Ce qui fait qu'on peut avoir tout un tas de noms différents qui vont se rapporter à des contacts différents sans tout avoir sous un même chapeau. Alors que là, en l'occurrence, on peut vraiment tout rassembler, tout segmenter sur la plateforme. Il en va de même pour les fonctions professionnelles et tout type de propriété que vous pouvez avoir ici sur HubSpot. Je vois aussi sur la droite, tu as d'autres objets qui sont l'entreprise en tant que telle et potentiellement un projet. Je vois un projet de refonte ici. C'est exactement ça. Tout ce qu'il y a donc sur la gauche, c'est ce qui définit le contact. Et ce qu'il y a sur la droite, c'est ce qui est autour de ce contact et accroché à ce contact. Donc on voit que Jean Dujardin travaille pour la BNP. On va rentrer dans un instant sur la fiche de l'entreprise, donc celle de la BNP. On voit qu'il est rattaché à une transaction qui est donc une opportunité commerciale de refonte de système d'information ici, une mission de 3 mois pour 64 000 €. Il y a tout un tas en fait, d'éléments qu'on peut mettre sur la droite, de petits modules, on peut dire ainsi, on pourrait rajouter autant de pièces jointes, connecter LinkedIn et autres. En fait, il y a littéralement c'est tout ce qui va être sur la droite et ce qui entoure le contact au sens du CRM. Avant de vous montrer la fiche même d'une entreprise, ce qui est important, c'est ce qu'il y a au centre, c'est-à-dire c'est la consignation, l'historisation de toute la donnée, de tous les échanges. Dans HubSpot, automatiquement les emails, vous le voyez d'ailleurs là, automatiquement les emails vont se rattacher sur la plateforme.
Je vous montrerai cet aspect un peu plus loin, mais que ce soit Outlook, Gmail, tous les emails envoyés vont se mettre automatiquement dessus. On va aussi pouvoir, d'un point de vue purement marketing, savoir toutes les interactions que ce contact va avoir avec nous. Est-ce qu'il est en train de visiter des pages de notre site? Est-ce qu'il a consulté des documents ou ce genre de choses? Et la consignation et l'historisation aussi des activités est très importante. Je vais, par exemple, ici, créer attendez, je me suis trompé, j'ai créé une tâche. Je vais consigner un appel avec Jean Dujardin et je vais continuer cette activité aujourd'hui. Donc en réalité, ça pourrait être l'instant. Alors, j'ai pas en fait tout sélectionné, je m'excuse, parce qu'on peut aussi justement changer les vues, mais on voit donc ici que le 27 avril 2023, 11h51, j'ai bien consigné l'appel. On peut retrouver toutes les notes, donc historiser toutes les notes et tous les échanges. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aussi au niveau de l'entreprise, et donc je rentre dans un instant sur l'entreprise, avoir cette même vue. Et tout va être aussi historisé au niveau de l'entreprise. Maintenant, c'est la même, vous regardez, c'est la même construction graphique. C'est juste que sur la droite, on voit que j'ai donc bien Jean Dujardin qui est rattaché à l'entreprise. J'ai aussi des entreprises associées. Donc ça peut être des sociétés mères, des sociétés filles. En l'occurrence, là, j'ai BGL, BNP qui est associé. On retrouve la transaction d'avant. Ce qui est un point important finalement aussi dans le monde du conseil, parce que quand on travaille avec BNP, finalement, est-ce qu'on travaille avec des directions? Est-ce qu'on travaille avec Real Estate? Est-ce qu'on travaille avec M&A, etc., etc. On peut avoir finalement 1000 clients différents à Exactement. la BNP. Et finalement, avoir une information qui dit BNP client, c'est presque inutile parce que, bon, évidemment, BNP client et La Poste, c'est client, et Sogec, c'est client. Mais finalement, il nous manque quel service, quelle personne, sur quel sujet, parce qu'il peut être prospect pour moi et il peut être client pour toi si on vend deux offres complémentaires au sein même des choses. Et puis des fois, on n'est même pas au courant que toi, tu bosses déjà avec eux ou que tu as eu un contact, ou peut-être qu'il t'a parlé d'un projet qui me concerne moi. Et voilà, quand on est effectivement dans une logique, et plus la boîte est grosse en termes de collaboration, plus c'est compliqué des fois de se parler. Et là, on peut par exemple aussi se laisser une note sur le compte pour effectivement... prévenir un collègue c'est exactement ça, qui a une opportunité en disant bah tiens, il m'a parlé effectivement de cybersécurité, ça serait intéressant que tu en parles avec lui. Et donc ces petites choses mises bout à bout finalement permettent aussi de se passer des ballons, d'avoir un référentiel qui est trié, filtré, scoré, segmenté, où on sait qui fait quoi, on sait de quoi on parle, quels sont les projets qu'on a en cours, et peut-être montrer rapidement l'opportunité que tu avais sur la BNP, qui est encore une fois une opportunité qui, encore une fois, a des critères de segmentation. On peut avoir tel type de projet derrière, de la même manière ici qu'on a des tailles d'entreprise, des secteurs d'activité. Sur l'opportunité, on pourra rattacher une typologie d'offres et puis de se dire, bon bah tiens, c'est quoi toutes mes offres en cours sur une offre de cyber mise en place SSO, etc. Ou toutes les offres dans le secteur bancaire, ou en fait toute la segmentation qu'on met en place, on va pouvoir la réutiliser et l'exploiter dans le CRM. Sur les comptes d'ailleurs, enfin comme le disait Christian à l'instant, en réalité, c'est la fiche de la BNP ici va être une espèce de fiche racine sur laquelle tous les autres comptes BNP, donc filiales, entités, etc., vont être attachés et va permettre de checker tout cette historique d'activité. Ce qui est très important d'un point de vue commercial, je vais un peu plus loin. Rappelez-vous ce que je disais, les éléments qui sont sur la droite vont être tout ce qui va entourer le compte. Je peux avoir un aperçu global du compte, en l'occurrence un environnement démo ici où j'ai peu de contacts, mais quelque chose de très intéressant, c'est je peux avoir une espèce de charte organisationnelle inter-contact, inter-entité, voir qui peut influencer qui est au-dessus de qui sont les subalternes. Et il y a une activité, il y a une spécificité aussi qui sont les cartes de chaleur, savoir avec qui on échange le plus parmi ces contacts et ceux avec qui on n'échange pas du tout. Donc quand on a une logique, surtout dans des grands comptes, de pénétration de comptes et d'avoir accès facilement à cette data pour soit prospecter commercialement, soit activer d'un point de vue marketing, toutes ces données très importantes de centraliser parce qu'on peut avoir des personnes dans notre CRM avec qui on n'a jamais échangé. Mais par contre, qu'on veut cibler, on veut faire par exemple de l'account-based marketing ou des actions marketing très ciblées pour justement rentrer en contact avec ces gens. Et on a des managers effectivement qui parlent généralement avec le haut de l'organisation, côté client, sur les missions, etc. Ils font des déjeuners. Et puis on a aussi des business managers qui sont là pour aller venir qualifier, enrichir ces organigrammes-là, lever des nouveaux lièvres et nous aider à progresser dans notre capacité à faire du business. Donc ça, effectivement, c'est le fait de finalement déjà d'avoir un référentiel à jour collaboratif. Puis le fait qu'il y ait un peu ces petites fonctionnalités, on en reparlera tout à l'heure, mais ça nous incite aussi, nous,
gens de terrain à venir effectivement renseigner de la donnée parce que j'y ai un intérêt direct et je suis pas juste en train de compiler un Excel qui est où finalement je mets de la donnée dedans, mais je sais pas trop pourquoi ou pour qui, à part pour mon propre besoin. Et puis c'est tenu à jour, et ça c'est vraiment très important, c'est l'uniformisation d'un côté, comme nous écritions tout à l'heure, est très importante, le fait de le tenir à jour aussi, parce que plus c'est tenu à jour, plus l'information exploitable est intéressante et surtout peut être exploitée. On va d'ailleurs passer sur la partie activation, si Oui. on se remet sur le deck. Souhaites-tu que je présente l'environnement des opportunités? On le verra tout à l'heure sur la partie enablement. Ok, ça marche. Alors, je vais te relaisser la main. Sur le deck, c'est parti. Et donc on en était là effectivement sur ce sujet de centralisation de données. Donc vous voyez effectivement les applications qu'on peut avoir derrière ça qui sont assez variées. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire cette centralisation de données? C'est un peu ce qu'on vient de voir. C'est pour le business qui est client, qui est prospect, synergie, travailler ensemble, avoir cet historique client, éventuellement même d'une personne qui est partie. Et de pouvoir du coup se dire je lance une nouvelle offre sur tel sujet, voilà effectivement mon segment à attaquer, à relancer, quelles sont mes opportunités en cours pour le mois d'avril, parce que là on est le 26 et que globalement je suis attendu au tournant lundi sur effectivement mes résultats, etc. Donc le fait d'avoir effectivement un outil comme ça qui n'est pas un Excel me permet de travailler, et moi en tant que manager, ça me permet aussi à un moment de piloter une équipe, parce que quand j'ai 20 business managers ou quand j'ai 5, 10, 15 managers à piloter, le fait d'avoir une vision transverse, c'est pas les Excel des uns et des autres ou un Excel concaténé, c'est aussi du coup un confort de travail pour la partie business. Et pour la partie marketing, vu qu'on travaille potentiellement avec HubSpot sur la même base, à un moment, on peut se dire, tiens, ceux qui n'ont pas été appelés, je les engage dans une campagne, où je les invite à un événement, où je leur envoie un livre blanc, où je leur envoie une vidéo, où je les invite à un webinar, comme aujourd'hui on fait un webinar chez nous. C'est des opportunités sur lesquelles on peut avoir cet alignement et cette synergie. Et pour le marketing, et notamment dans le conseil, c'est toujours un travail du quotidien, et je suis bien placé pour en parler, c'est créer des référentiels de références ou fiches clients ou cas clients. Et le marketing court toujours après le business sur cette partie-là pour être en mesure de trouver des nouvelles opportunités de communication aussi, de se dire, tiens, dès qu'on est sur un sujet cyber, tiens, on a tel et tel client équivalent qu'on peut utiliser en ref call ou pour rassurer un client ou pour placer un candidat. On peut imaginer tout un tas de choses. Et donc finalement, le marketing aujourd'hui, on lui file un sacré coup de pouce quand on lui met à disposition un référentiel de qui est client, qui n'est pas client, qui est intéressé, qui est VIP, qui est un client qui dépense plus de 10 millions par an, etc. Ce sont des choses effectivement qui vont leur permettre d'être bons. Et puis on l'a dit tout à l'heure, enfin un peu plus tôt, aujourd'hui on a besoin d'être bons si on veut gagner. Donc ça effectivement c'est important. On a une petite question de quelqu'un qui nous demande si le secteur d'activité du contact peut automatiquement venir enrichir, je pense que la question c'est enrichir le secteur d'activité de l'entreprise. Oui, je pense que la question c'est comment est-il possible de connecter le secteur de l'activité de l'entreprise avec le contact. La réponse est oui, automatiquement le secteur va être reconnu auprès du contact. Il y a tout un tas de règles qu'on peut mettre en place d'automatisation qu'on peut mettre en place sur HubSpot. Et donc oui, Guillaume, la réponse est oui à ta question. On peut choisir de copier l'information d'un contact vers le compte, d'un compte vers le contact. On peut enrichir aussi la donnée en se disant, tiens, je vais utiliser une base Corporama, etc. Il y en a certains de vous qui utilisent différents types d'outils. On peut venir enrichir de la donnée en disant, tiens, il y a le numéro de SIRET et ça va nous permettre de dire c'est tel secteur d'activité. Et après, des fois, il faut toujours choisir, est-ce qu'on veut de la donnée third party, donc de la donnée qui va venir enrichir le CRM, est-ce que c'est de la donnée qui est fournie par les sales, parce qu'on part du principe que c'est les sales qui ont la meilleure donnée. On est souvent dans le conseil très discipliné sur les chiffres et sur effectivement les échanges. On a des routines commerciales qui sont assez ambitieuses. Donc là, il y a des arbitrages à prendre, des décisions à faire, mais effectivement, d'un point de vue outil, on est en mesure de faire ce genre de choses-là. Et puis à la fin des fins, pour la direction, à un moment, ça donne aussi une vision et une certaine sérénité sur, écoutez, qui est client, où sont les opportunités, quelles sont les offres qui marchent bien, quels sont vu qu'on finalement on centralise toute cette data-là, quels sont les clients sur lesquels on a le plus fort succès, ou la verticale de marché, on marche bien avec le luxe, on marche bien avec le retail,
On a cette équipe où l'approche est particulièrement efficace, ils sont bien meilleurs. Et c'est finalement aussi assez résilient pour une organisation de se dire, bon, bah, tiens, j'ai des métriques d'activité commerciale, d'activité marketing, de durée de cycle de vente qui me permettent de prendre des décisions de on lance cette offre, on arrête telle offre, on continue à recruter ce type de profil-là. Combien est-ce qu'on va faire sur le Q2? Parce que là, on est en train de faire nos forecasts Q2, Q3, Q4 et comment est-ce qu'on va effectivement, est-ce qu'on est dans notre scénario bas, scénario middle, scénario haut en termes de delivery pour pouvoir effectivement avoir cette hauteur de vue. Alors aujourd'hui, tout ça c'est fait quand on est des organisations comme les vôtres, mais effectivement, c'est plus douloureux parce qu'effectivement, c'est de l'Excel, beaucoup de soirées effectivement sur des macros et des croisées dynamiques. Est-ce que finalement, un référentiel commun avec des rapports natifs, ça ne peut pas nous aider effectivement à avancer? Et c'est effectivement ce qu'on voulait vous mettre en perspective aujourd'hui avec ce webinaire-là. Et puis, cette donnée-là, on en a déjà un petit peu parlé, mais pour illustrer aussi le type d'activation qu'on va pouvoir faire, qui était la deuxième partie de notre propos ici, c'est qu'il y a des applications en fait qui est au-dessus de cette base de données, banque, contact, opportunités, projets, partenariats, enfin, tout ce qui est finalement en sous-jacent. On va pouvoir lancer des initiatives commerciales, et donc ça, c'est effectivement des rappels de tâches, des emails automatiques, des emails de suivi, des emails de relance. Et là, on peut choisir est-ce qu'on fait du manuel, du semi-automatique, du marketing en fonction de la thématique, qui va nous permettre assez rapidement d'avoir un time to market, un go to market, pardon, sur un lancement de nouvelles offres, de nouvelles méthodes, de nouvelles business units. Et donc là-dessus, on est hyper réactif pour venir toucher les gens qui nous connaissent, dont on est le plus proche finalement, qui sont nos clients et nos prospects qui sont en base depuis longtemps. Et donc là, on va avoir effectivement tout un tas d'outils comme ça pour éviter de partir de zéro quand on fait des mails, pour avoir des rendez-vous facilement. Ça a l'air basique, mais mis bout à bout sur plusieurs dizaines de personnes, ça a des vraies différences et on verra quelques KPIs à la fin de la presse sur ce que ça génère chez les clients. On a la même chose sur la partie marketing, et là je le disais un peu plus tôt, c'est que quand on fait des invitations, et beaucoup d'entre vous font des événements, soit des événements VIP, vous faites les matchs de Champions League, ou vous faites par exemple un webinar ou une conférence sur tel et tel type de service en invitant par exemple un client qui va témoigner de son expérience. Ce genre de choses-là, avec un CRM qui est scoré, segmenté, centralisé, ça va nous permettre effectivement de gagner beaucoup de temps et de ne pas effectivement se passer des fichiers et d'avoir finalement à courir après des commerciaux qui n'ont pas le temps parce qu'ils travaillent déjà sur plein de sujets et on leur met effectivement pas mal de challenges et pas mal de pression sur effectivement le résultat, de leur dire fais-moi un fichier pour inviter des gens sur tel et tel sujet et puis centraliser les fichiers, puis certains contacts sont dans plusieurs fichiers. Donc en fait, on perd beaucoup de temps alors qu'on pourrait avoir un référentiel commun qui est finalement déjà à jour et qu'on aurait peut-être juste 2-3 filtres côté commercial pour dire tiens, lui je veux l'inviter à Roland-Garros et lui typiquement ça serait intéressant que tu le relances sur le webinar autour de la cible. Donc ça effectivement c'est une des applications clés, et puis il y a aussi des applications ensuite qui sont plus run, parce qu'on a beaucoup de clients qui ont toute l'entreprise dans le CRM, parce que dans une boîte de conseil, on a beaucoup de gens qui face le client. Et donc, facer le client, ça donne beaucoup d'informations. Si moi, je suis un consultant, je suis sur une mission, on parlait de la BNP, je suis dans les locaux de la BNP, je peux entendre parler à la cantine, finalement, d'un autre projet sur une autre initiative qui concerne peut-être mon cabinet de conseil et qui peut être une information hyper précieuse pour un business manager de l'organisation. Donc ça, c'est des choses aussi où à un moment, le CRM mis dans les mains effectivement de tout le monde, avec du suivi, de la conduite du changement, de l'accompagnement, de la formation, etc., ça peut avoir beaucoup de valeur ajoutée pour l'ensemble de l'organisation. Et donc, on travaille effectivement sur ce genre de choses-là, aussi de remonter effectivement des tickets, peut-être des consultants qui sont sourceurs de nouvelles opportunités, qui vont directement loguer une opportunité dans le système, potentiellement qui sont même incentivés pour le faire. Certains font ce genre de choses-là aujourd'hui. Donc, il y a plein de méthodes qu'on peut avoir, et ne serait-ce aussi qu'avoir un outil centralisé de pilotage de la satisfaction. Récupérer des avis de satisfaction, c'est pas toujours simple. Donc, on court parfois après les clients pour leur dire est-ce que vous êtes content, pas content. Souvent, ça se fait au téléphone et c'est le job du manager à un moment d'être en contact avec les clients.
mais on a aussi des outils qui permettent de récupérer effectivement, suite à la fin d'une mission, par exemple, ou suite à une process de vente, de dire, bon, bah, tiens, comment effectivement s'est passé telle et telle et telle étape, et est-ce qu'il y a des choses à améliorer sur le service effectivement qu'on a rendu. Donc, beaucoup de choses dans cette direction-là. Tu nous montres rapidement de quoi on parle? Bien sûr, on est sur des sujets qui sont très larges, aussi larges que l'activation même de la donnée. Donc j'ai pris le parti de vous présenter certains outils. Dans un premier temps, en fait, le BABA, je pense que ça va être la gestion des opportunités. On va retrouver ici toutes les différentes opportunités que vous allez avoir, alors soit d'un point de vue individuel, soit d'un point de vue éthique, soit d'un point de vue entreprise. Et ici, la fameuse opportunité BNP qu'on a vu tout à l'heure sur la refonte du système d'information, on va l'avoir en rendez-vous de découverte, on pourrait être en soutenance, et ainsi de suite, la faire avancer dans le processus commercial. Et ce processus commercial tel que vous voyez ici ne va pas s'arrêter en fait à ces différentes étapes. Vous pouvez bien sûr le personnaliser. Donc ça, je pense que c'est plus et à la fois de l'activation et l'utilisation de la data pour les commerciaux et la direction. Je vais revenir maintenant sur du plus opérationnel. Et là, les vrais challenges qu'on voit souvent, c'est ces notions d'animation de comptes existants, parce que voilà, quand on est une grande ESN et qu'on travaille avec la BNP a un compte important chez nous, et tous les ans, on a des projets avec eux, et on renouvelle nos projets, et on restaff effectivement nos consultants sur la mission. Le but, c'est souvent aussi de comparer, bah tiens, on a fait tant et tant en 2022, combien on va faire en 2023 avec la BNP, s'assurer que bon, bah, si on a des projets qui ne se renouvellent pas, que d'autres effectivement prennent le pas. Donc d'avoir cette logique en fonction des étapes de pipeline qu'on va avoir, d'être capable de prévoir et de suivre en tant que manager. Bon bah tiens, est-ce que on est dans les clous par rapport à ce qu'on a prévu de faire cette année avec la BNP? Est-ce qu'on met de l'intensité marketing? Est-ce qu'on met de l'intensité commerciale? Et finalement, aujourd'hui, c'est quoi l'allure de notre pipeline de projets existants ou de nouveaux projets qu'on est susceptible de mener avec eux cette année? Exactement, surtout qu'en plus là, on le voit véritablement d'un point de vue utilisation des opportunités commerciales. Mais là, comme vous le voyez, on a une donnée qui est par exemple une mission de 3 mois sur la refonte SI de la BNP. En réalité, en fait, ces informations peuvent être aussi exploitées dans la notification d'intercontrats, de futurs intercontrats de consultants que vous pouvez positionner à la période de votre choix. Mais par contre, par exemple, 4 semaines avant la fin ou 6 semaines avant la fin de la mission, ça peut envoyer des alertes de attention, intercontrat à venir pour justement chercher un nouveau projet que vous pouvez avoir dans ce fameux pipe sur lequel vous pouvez repositionner votre intercontrat. Donc, je vais revenir sur la fiche de Jean Dujardin. Tout à l'heure, je vous parlais de la notion d'email. Donc là, on va vraiment rentrer sur de l'activation commerciale et de l'exploitation de la donnée autour de l'email, mais donc de l'email commercial, pas de l'email marketing. Je vais vous présenter ça sur Gmail, c'est tout ce qui va être séquençage de mails, c'est-à-dire des suites de mails, par exemple, pour de la prospection, pour développer un compte ou autre. Remettez en fait ça dans le contexte que vous souhaitez et surtout dans le contexte commercial que vous souhaitez mettre en place. Je vous présente sur Gmail, mais pour information, vous pouvez regarder Outlook, vous pouvez regarder sur Google Images, Outlook HubSpot, vous verrez que c'est 100% sur Outlook et interconnecté à Outlook. La vérité, c'est que je suis de mon côté sur Gmail. Donc, j'ai repris ici les mails de Christian et j'ai différents boutons. Alors, je vous rassure, je ne vais pas tous vous les présenter. Je pense que l'une des choses les plus importantes, en tout cas, c'est l'outil le plus utilisé par les commerciaux, c'est le fameux séquençage. Alors, moi, c'est du séquençage qui est propre à mon utilisation chez HubSpot. Remettez encore une fois ça dans votre contexte, mais j'ai des séquences pour des invitations à des événements. J'ai des séquences pour toute personne qui va utiliser notre CRM. Et en l'occurrence, moi, je vais utiliser celle-ci, où il va reprendre, la séquence va reprendre toutes les données du CRM. Je vais reprendre le prénom de Christian de manière automatique, le nom de la société ici qui est Marcantive, et je vais pouvoir lancer mon séquençage. Ce séquençage, le but, c'est de prendre un rendez-vous dans l'agenda du business manager et donc de décrocher de facto un rendez-vous avec le RSSI ou peu importe qui chez le client. Cette séquence s'arrête uniquement si soit la personne répond, soit la personne prend rendez-vous, soit la séquence elle prend fin. Donc ici, là, c'est une séquence de 3 mails, c'est une séquence qui est relativement courte, interconnectée. Et ce qu'on voit effectivement aussi souvent dans les ESN, c'est le marketing qui prépare, par exemple, on a un événement, je ne sais pas, sur telle et telle thématique. Le marketing prépare peut-être 2 mails, un mail et une relance. Et ensuite, c'est l'équipe, il y a une alerte interne, par exemple, sur un Slack, on va dire, bah, tiens, on a tel événement, on vous a préparé le mail, la relance, invité qui vous jugez utile à cet événement. Et donc, c'est plus actionnable pour une équipe business qui est un peu sous l'eau
que de dire, bon, bah tiens, on a fait tel événement, débrouillez-vous, quoi. Parce que ça demande finalement beaucoup d'efforts. Certains vont le faire, certains vont pas le faire. On n'a pas toujours moyen de voir qui l'a fait, qui l'a pas fait. Et typiquement, ce genre d'outil qui est finalement assez simple et assez basique, hein, on a même des fois des modèles qu'on utilise pas mal qui sont typiquement quand on a des calls qui sont récurrents, des calls de qualif assez simples, juste de dire bon bah tiens, suite à notre rencontre, voilà effectivement, comme tu l'as là dans ton email, un webinar, un machin, une brochure, et en mode on se reparle dans 6 mois quand votre projet est plus clair. Mais ça permet de planter une graine et puis d'y revenir peut-être avec une tâche 6 mois après et d'être un peu plus en pilote auto sur, j'ai envie de dire, toute la partie contraignante du commerce. Exactement, sachant que ces emails vont se mettre de manière automatique sur le CRM, comme on a vu tout à l'heure, mais vous pouvez aussi en fait traquer l'ouverture de ces emails, voir si ça intéresse la personne, au-delà même d'une séquence. Hein, je parle ici de l'utilisation de l'email au global. Je veux revenir sur l'aspect de prendre un rendez-vous. Je vous l'ai dit juste avant qui est l'utilisation de séquences. Alors, c'est pas forcément uniquement dans les séquences. Moi, c'est même dans ma signature de mon mail, hein, de prendre rendez-vous. Vous pouvez le voir derrière ici dans mon agenda. Et en fait, ça va aussi être connecté à soit votre Google Agenda, soit votre agenda Outlook, sur lequel vous allez donc avoir les créneaux de dispo. Alors, il y a de très nombreuses utilisations de cet agenda. Moi, c'est dans un but purement commercial, mais ça peut être dans des buts, par exemple, de ressources humaines, vous pour faire des check-ups de consultants sur comment veux-tu qu'on fasse évoluer ta carrière. Alors là, ta page de prise de rendez-vous est, elle est HubSpot, hein, mais il n'y a pas écrit HubSpot. Oui, bien sûr. Il y a écrit le nom de la moi, je suis société, HubSpot. il y a écrit le nom de la société de conseil quand vous êtes une société de Mais conseil. Christian a sa page Marcantive et le logo Marcantive et les couleurs de Marcantive. Que je vous invite à essayer d'ailleurs. Mais donc, plus sérieusement, effectivement, les usages, comme le dit Louis, sont effectivement commerciaux, mais aussi, je le vois pas mal moi, sur des screens RH, parce qu'effectivement, on a parfois des screens RH, puisqu'on est souvent recruteur et vendeur hein, quand on travaille en société de conseil. Et d'utiliser des petits créneaux, par exemple, de 10 minutes, une ou deux soirées par semaine, pour effectivement, en 2 heures, s'enchaîner assez facilement, plutôt que de faire des ping-pong de mails, quand est-ce qu'on peut se parler. Là, c'est effectivement, on a notre petit email de bah, tiens, vous avez postulé, machin, votre profil m'intéresse, voilà mon agenda. Les slots, c'est le mardi et le mercredi de 18h à 20h, et vous savez que ça, c'est recrutement. Et vous êtes en pilote auto là-dessus et ça évite de venir vous polluer avec des ça évite beaucoup de va-et-vient par mail qui n'arrivent pas au bon endroit. Exactement. Et surtout, en plus, tout ce dont on parle, qu'on montre avec Christian depuis tout à l'heure, quelque chose aussi qui est important, c'est que vous l'avez véritablement sur votre portable. Il y a une application qui d'ailleurs est gratuite, même si aujourd'hui vous n'utilisez pas le CRM HubSpot, vous pouvez la télécharger. Toute cette information, donc typiquement un business manager qui va à un rendez-vous et ne se rappelle peut-être pas forcément tout, et il va avoir accès à toute la donnée de l'entreprise, de qui il va voir, depuis son téléphone sans forcément ouvrir son ordinateur. Et ça, c'est très important parce que en temps réel, vous pouvez donc y avoir accès à toute la donnée. On a parlé juste un peu plus tôt des fonctionnalités marketing sur la donnée. On n'a pas le temps de tout montrer parce que je crois que c'est un gros outil chez HubSpot, mais juste la partie peut-être inscription d'événements, parce que je sais que vous faites tous des événements et notamment des webinars, des sessions de retour d'expérience client. Si on peut peut-être voir cette partie-là. Bien sûr. Alors, je vais le montrer très rapidement parce que je suis aussi conscient du temps. Tout simplement, j'ai pris le parti de vous présenter le webinaire d'aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui, vous avez été redirigé sur ce qu'on appelle une landing page ou une page de destination qui va vous permettre de vous inscrire à ce webinaire. Cette fameuse inscription du page formulaire. Que vous devez tous connaître. Page que vous devez tous connaître. Cette fameuse page, c'est 100% bien sûr personnalisable. En réalité, le formulaire à remplir est ce qui va mettre à jour votre CRM, soit créer une fiche contact, si elle n'est pas existante, soit en fait venir mettre à jour des données qu'on n'avait pas sur cette fameuse fiche contact. À partir du moment où on va soumettre le formulaire, cette fiche contact va être créée et c'est tel que la landing page fonctionne chez HubSpot, donc ces fameuses pages de destination. À ça, vous avez reçu un email de relance justement sur le fait que le webinaire allait démarrer dans peu de temps. Ces emails sont aussi gérés depuis HubSpot, sont 100% personnalisables depuis HubSpot. Alors, je passe vraiment vite par souci de temps. Mais dans les segmentations, qui était un très gros sujet, et de ce webinaire est un très gros sujet aussi pour vous, je vais directement vous montrer que on peut aller chercher des segments très précis qu'on a dans notre CRM
si je rebondis sur la présentation tout à l'heure avec Jean Dujardin et la BNP, je pourrais en fait inviter toute personne qui est dans mon secteur bancaire. Et donc là, on va retrouver toutes les différentes segmentations qu'on aura créées et on va pouvoir donc shooter à qui de droit, en tout cas qui va nous intéresser pour le webinaire en question. Et si, du coup, le point qui est finalement aussi en filigrane intéressant avec ça, c'est que quand la personne va s'inscrire à l'événement, on est dans le CRM, c'est-à-dire que globalement, on ne reçoit pas une liste CSV derrière à partager aux commerciaux 3 semaines après l'événement, qui s'est perdu dans d'autres emails, etc. C'est un lead ou un contact ou soit un client existant sur lequel le manager a directement une notification, bah tiens, ton contact s'est inscrit à tel événement. Ou si c'est un nouveau contact, bah directement, tiens, c'est un nouveau contact cyber de type tel et tel profil qui va automatiquement être envoyé à la meilleure personne possible en temps réel ou quasi temps réel, je crois que c'est 1 minute, quelques secondes, et qui va nous permettre effectivement d'avoir une réactivité commerciale. Et ça, c'est aussi le nerf de la guerre. On parlait de précision, on parlait qu'il fallait être bon. Bah, si j'appelle dans la journée quelqu'un qui a une demande sur un projet, j'ai plus de chances que si je suis le 4e à appeler, quoi, et que j'ai déjà tous mes concurrents qui ont déjà eu le temps de créer de la relation, parce qu'un client, c'est aussi un investissement de temps pour lui, d'expliquer son projet, notamment un projet informatique un peu complexe, à 3 ou 4 prestats. Donc les premiers qui répondent, généralement, bon, bah, ils jouent le jeu, il en met 2-3 en concurrence, et puis si vous êtes le 4e à appeler, parce qu'à un moment, il n'y a pas beaucoup de fluidité, il y a un peu de friction dans la réception du formulaire et le traitement, bah ça peut effectivement vous jouer des tours. On va accélérer un petit peu pour terminer ensemble. Il nous reste un petit quart d'heure. Voilà, on va finir sur la partie effectivement reporting. Alors, on pourra en parler sur un webinaire complet parce que le reporting, vous vous rendez compte finalement qu'on a toutes ces données, contacts, comptes, entreprises, partenaires, etc., etc. Bah, on a toutes ces données activités, on a toutes ces données marketing qu'on retrouve sur l'ensemble des objets. Et on se rend compte aussi qu'on a des utilisateurs, hein, donc des consultants, des managers, des super managers de la direction qui interagissent, qui envoient des mails, qui ont des meetings. Et tout ça, ça nous crée des points de données. Et ces points de données-là, ça nous permet de faire du management, du pilotage et de l'accompagnement. Donc, on a effectivement tout le suivi de l'activité commerciale. Certains l'utilisent parce qu'ils incentivent ou ils pilotent leur équipe de business manager en disant tu dois faire X calls par jour, X mails par jour. D'autres l'utilisent plutôt un indicateur pour se dire, bon, bah tiens, est-ce qu'on est présent chez ce compte-là ou est-ce qu'on met assez d'intensité commerciale sur tel compte? Il y a différents types d'usages en fonction de la culture de la société. Mais en tout cas, plus on a de données, le savoir, c'est le pouvoir, hein, j'aime bien dire ça. Et on améliore aussi que ce qu'on mesure. Donc, typiquement, c'est beaucoup d'informations qui est utile pour l'entreprise de pouvoir travailler sur ce genre de sujet-là. On a la même chose sur du coup la performance commerciale, hein, c'est quoi le pipeline, c'est quoi le forecast, c'est quoi la durée effectivement des deals, etc., etc. Où est-ce qu'on en est effectivement de l'objectif? Il y a plein de choses qu'on va pouvoir mesurer dans cette direction-là. Et on a le même pendant côté marketing, parce que souvent ça c'est un challenge, c'est de se dire bah tiens, notre marketing, est-ce qu'il contribue? Comment est-ce qu'il contribue? Est-ce que globalement les clients qu'on a, ils sont exposés, engagés, activés par nos initiatives de type event, de type webinar? Si on génère des leads, parce qu'à la fin des fins, il se passe quelque chose dessus. Des fois on sait, des fois on ne sait pas. Des fois on génère 5 super leads et puis derrière personne ne les appelle parce que bon, on s'est un peu, ils se sont perdus en nature. Un peu perdu. Et puis l'inverse aussi, des fois on a une campagne qui a super bien marché et puis on le sait pas. Donc c'est intéressant de pouvoir être aussi dans cette logique collaborative. Et ce qu'on aime bien essayer d'encourager, c'est potentiellement de se voir au moins marketing-vente une fois par mois sur quelle campagne on va mettre en place, quel contenu on peut partager, par email, par segment, et d'avoir cette logique collaborative. Alors les organisations ultra performantes vont être dans des cycles à la semaine, c'est quand même compliqué. En conseil, en ESN, on a beaucoup de choses à faire. Si déjà vous arrivez à le faire au trimestre en disant voilà le plan du trimestre, et voilà les assets, et voilà les sujets, voilà les segments, et voilà la stratégie du plan d'action commerciale qu'on va déployer, c'est déjà pas mal. Si vous arrivez à le faire au mois, c'est super, et plus que le mois, c'est ultra ambitieux, mais ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est pas mal d'avoir cette logique d'alignement, et HubSpot, c'est vrai que c'est un peu le réacteur en fait pour pouvoir motoriser ce type d'initiative-là, et puis être vraiment dans une logique où non seulement on voit
mais vu qu'on voit, on peut aussi faire. On peut intervenir sur l'ensemble de ces actions. Et une petite ouverture derrière sur effectivement la logique de marque employeur et de recrutement. Hein. Vous avez compris que on a de la segmentation, on a de la data sur les clients, sur les prospects, etc. On peut avoir la même chose dans l'environnement sur le collaborateur. Le collaborateur avec tel type de caractéristiques, qui peut avoir un tag sur tel type de compétences, est-ce qu'il est disponible, pas disponible, quand est-ce que se termine sa mission. C'est ça, faire du matching entre les opportunités que vous pouvez avoir avec les différentes personnes, les consultants que vous avez. C'est aussi tout un autre sujet qui mériterait même d'être un autre webinaire en tant que tel. Encore un autre webinaire, mais effectivement, de plus en plus, on a ces logiques de marque employeur. On va avoir plein de contenus à destination des candidats, hein, pour faire en sorte effectivement qu'ils puissent s'informer un maximum. Surtout que voilà, c'est pas toujours évident de les faire changer d'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme contenu, comme message, comme engagement, faire des webinaires de recrutement, des événements de recrutement, tracer tout ça, avoir un vivier à jour des collaborateurs, ce qui n'est pas toujours si simple que ça, parce que quand on a plusieurs milliers de collaborateurs, parfois on se retrouve avec des systèmes qui sont parfois un petit peu séparés. Donc il y a aussi un vrai truc à avoir là-dessus. Et en terminé, et je pense que ça répondra à la question d'Eva qui parle effectivement de projets et de connexion, c'est que quand on mène un projet effectivement de conseil, à quoi il faut s'attendre? En fait, nous, notre projet qui est de mettre en place ce type de choses chez des entreprises du monde de l'ESN, on est sur des projets qui sont généralement entre 6 et 12 semaines, donc c'est pas des projets de 6 mois non plus, ça dépend évidemment de la taille, ça dépend évidemment de la profondeur, de la récupération des données, des attentes du management, de la conduite du changement, du fait qu'on ait des sponsors ou pas, du fait qu'on fasse un pilote et ensuite qu'on fasse un rollout un peu plus large. Il y a plein de manières d'aborder ce sujet-là pour en faire un vrai succès dans l'entreprise. Mais voilà, on peut effectivement, en quelques semaines, effectivement, mettre quelque chose en place d'ambitieux et d'efficace au service du business. Ça, c'est les 4 grandes phases qu'on a toujours, hein, effectivement, du cadrage, de l'implème, de la recette et de la formation. Et le schéma, effectivement, cible qu'on essaye d'avoir, c'est à un moment un alignement de planètes avec le website qui est effectivement à un moment la vitrine client, collaborateur, notre machine marketing, vous l'avez vu tout à l'heure avec les landing pages, les emails, le scoring, la segmentation, qui nous permet effectivement d'automatiser un certain nombre de choses. Et en bout de chaîne, notre suivi, effectivement, contact, compte, opportunité, qui nous permet de piloter effectivement avec directement les users de l'entreprise l'activité, les relances, les prospects, les entreprises, etc. Et ce référentiel-là, on peut venir, et vous voyez le schéma qui est un peu au-dessus, là, ERP, ATS, staffing, facturation, etc. On peut envisager, imaginer, et c'est même souvent souhaitable, de venir le connecter à ce que vous avez déjà. Autant si vous avez des vieux CRM obsolètes, on-premise, de l'Excel, il y a des choses qu'on va changer. Du Sendinblue, peut-être HubSpot va le remplacer. Un outil CRM obsolète, on va peut-être le remplacer aussi avec un HubSpot. Mais peut-être que votre ERP, votre outil de gestion des temps, votre outil de facturation, très certainement, va continuer à vivre. Donc, on n'est pas là pour tout casser. On est là aussi pour se dire comment est-ce que on vient compléter cette stack technique que vous avez avec une surcouche marketing, vente, service, expérientielle pour l'interne et pour l'externe qui va être efficace. Et donc, effectivement, quand on est dans une logique de recrutement, souvent, on utilise un ATS, donc un système qui est finalement un CRM du recrutement, qui va nous permettre de gérer les différentes phases d'entretien. Et l'ATS, souvent, c'est pas terrible d'un point de vue marketing. Et ça va nous permettre de gérer finalement, au lieu de gérer des étapes de pipeline, on va gérer des étapes de candidature et peut-être des tests et des choses comme ça. Et on est connecté avec des outils type Welcome to the Jungle, etc. et Indeed et autres. Et donc, on fait effectivement de la récupération là-dessus. Mais si on est à un moment sur une logique de réengager des candidats, de centraliser des candidats, de voir si est-ce qu'ils viennent sur le site, est-ce qu'ils consomment nos contenus, est-ce qu'ils font les exercices qu'on leur suggère de faire pour préparer les entretiens, est-ce que si on a nos collaborateurs, et quand on commence à avoir des milliers de collaborateurs, on a quasiment un marketing dédié en interne sur animer ces collaborateurs-là, leur pousser de l'info, leur pousser les recs, leur pousser un certain nombre de choses, avoir de la donnée centralisée sur qui est dans quel BU,
travaille sur quel sujet, est dispo et pas dispo. Ça nous donne en fait une tour de contrôle aussi pour adresser ces gens-là en termes de communication interne. Et ça, c'est un use case qu'on a effectivement beaucoup, qui sont deux use cases qui peuvent être différenciés. Hein. C'est-à-dire on peut avoir une entreprise qui fait que du business, une entreprise qui utilise HubSpot et le CRM que pour la partie recrutement, et puis d'autres qui ont l'ambition effectivement d'utiliser pour les deux. Donc ça, effectivement, ça dépend qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui, vos priorités, mais sachez qu'effectivement, c'est complètement possible et c'est complètement envisageable. Et interconnectable HubSpot, oui. Et pour terminer, parce que voilà, on essaie d'avancer vite, mais il y a tellement de choses à dire, je pense, dans votre use case et dans ce type de secteur d'activité. On a obtenu des résultats autant sur la partie CRM que sur la partie business qui sont hyper intéressants. Hein. Typiquement, je pense au taux d'ouverture des emails, au niveau de participation des événements, l'engagement interne, la qualité de la donnée, le business additionnel aussi qu'on peut avoir sur des clients existants, ne serait-ce que se parler sur on est chez la BNP, toi tu es sur ça, moi je suis sur ça, sourcer des opportunités effectivement du terrain, engager rapidement les leads marketing, avoir un outil qui nous permet d'inviter facilement les leads qu'on a déjà, parce qu'avant on n'avait même pas de base et on avait un peu lâché l'affaire et on courait une fois par an autour des Excel des uns et des autres. Donc tout ça, ça nous donne en fait en incrémental, ça dépend effectivement du constat actuel en termes de performance, mais ça nous donne effectivement des gains de productivité et de performance qui sont hyper significatifs au regard de ce dont on est en train de parler, hein, puisqu'on est sur un projet qui est structurant, important, mais aussi finalement pas si lourd que ça. Hein, on n'est pas en train de déployer SAP pendant 3 ans, etc. On est sur quand même quelque chose qui est assez agile. Et qui derrière est aussi assez engageant pour des équipes business, souvent qui traînent un peu les pieds, qui font un métier pas facile, qui se prennent beaucoup de portes, et si on leur donne déjà un outil sympa, c'est déjà aussi ça de gagner. Donc voilà un peu l'ambiance de ce qu'on fait effectivement dans les entreprises du monde de ESN, service de conseil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser. Hein, vous pouvez vous connecter avec Louis sur la partie HubSpot ou avec moi directement sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous contacter. On a aussi à disposition des autres ressources. Hein. On a fait des webinars sur l'adoption. Qu'est-ce que ça veut dire l'adoption du CRM? C'est souvent un vrai sujet aussi. Parce que voilà, on va acheter un HubSpot, on va acheter un outil. Et qu'est-ce qui me dit que mes 200 managers vont l'utiliser? C'est toujours quand même une vraie question et c'est une question légitime. Il y a des responsabilités à avoir, il y a des bons comportements effectivement à encourager, il y a une organisation à mettre en place, c'est pas automatique, mais donc là il y a des choses qu'on peut mettre en place là-dessus. On a des outils aussi pour effectivement vous aider à faire une expression de besoin ou un cahier des charges de CRM. Donc n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus, à consommer des contenus qu'on produit. Puis à vous connecter avec Louis ou avec moi. Et puis écoutez, c'était un plaisir de vous avoir. Je crois qu'on a parlé pendant 1 heure. 1 heure, oui. Exactement 1 heure. Je crois qu'on on a essayé d'être synthétique. J'espère que c'était intéressant pour vous. Et puis il nous reste à vous souhaiter un bon appétit. Et à très vite. Ceux qui sont encore là. Et puis, à quand le prochain? Bientôt, 1 fois par mois, minimum. Mais en tout cas, on se parlera bientôt. Merci à tous. Merci Eva, merci Guillaume, merci à tous ceux qui ont posé des questions. Je n'ai pas pu toutes les traiter. On va en répondre à certaines par email avec Julie. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Bye. À très bientôt. Bye.